Bonjour Georges Bon, Combe, bonjour. merci d'avoir accepté notre interview. Vous venez de sortir un nouveau film qui s'appelle Le temps des ovnis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oh oui, bien sûr, même beaucoup de mots même. Les ovnis font partie totalement d'une démarche initiatique. Et non pas, alors on dit souvent que tout est initiatique, le football c'est initiatique, les voyages sont initiatiques, une histoire d'amour c'est initiatique, tout ce que vous voudrez est initiatique, mais ne correspondent pas forcément à un schéma construit d'initiation. Or les ovnis correspondent exactement au schéma traditionnel qui remonte à pratiquement la nuit des temps sur la démarche et les étapes d'une initiation. Donc si vous voulez, on va les voir ensemble pour voir comment les ovnis s'intègrent dans cette démarche initiatique. La première chose, c'est une revue qui a été très intéressante, qui existe toujours, il y a plusieurs dizaines d'années, qui s'appelait « Lumière dans la nuit ». Alors les lumières, c'était pas la grande lumière, la vraie lumière ou ce que vous voudrez, comme toute lumière. C'était les lumières d'ovnis, bien entendu. Mais lumière dans la nuit, ça peut évoquer, par exemple, l'évangile de Jean. La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue ou comprise. Donc les ovnis, c'est une lumière dans les ténèbres. Première chose. Deuxième chose, encore plus extraordinaire, c'est qu'une apparition d'ovnis extrêmement célèbre, qui remonte aux années 1997. C'est un épisode qui s'est déroulé dans une ville d'Arizona, aux États-Unis, et la ville s'appelle Phoenix. Et l'épisode s'est intitulé « Les Lumières de Phoenix ». Donc le phénix, c'est un oiseau fabuleux qui est un des symboles de la démarche alchimique, par exemple, qui est une démarche initiatique. Donc vous voyez, les ovnis, déjà par ces petits détails, sont proches, très proches de l'initiation, notamment, entre autres, avec un aspect qui est au début du film, c'est qu'une des toutes premières apparitions d'ovnis, on la trouve dans la Bible, avec la vision d'Ézéchiel. Alors, la vision d'Ézéchiel, c'est le prophète qui voit arriver dans le ciel des roues volantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces roues volantes? On s'est bien posé des questions, avec des yeux même. Alors, est-ce que les yeux qui étaient sur le pourtour des roues volantes ne seraient pas des hublots? Vous voyez, on a essayé de ramener ça à une apparition d'ovnis, ce qui est un peu abusif. Dans le film, comment montrer l'apparition d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel, je l'ai faite de façon un peu humoristique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de roues volantes. Ce sont les drones. Et donc, ça ressemble un peu à un drone. Donc, quelque part, la vision d'Ézéchiel, de façon tout à fait amusante, annonce ce qu'il y aura 2 ou 3 000 ans plus tard, c'est-à-dire des drones. Après, comment montrer le char d'Ézéchiel, ce char volant? Il y a des gravures dans la Bible, une Bible de Zurich du XVIe siècle, que j'ai mis dans le film et qui est très, très intéressante, parce qu'on voit en gros quatre colonnes qui sont soutenues par des roues, imbriquées les unes dans les autres. On dit que c'est les 4 évangélistes, pourquoi pas? Donc c'est déjà initiatique, puis ça nous renvoie à la Bible, et en particulier aux 4 évangélistes. Et on trouve sur la cathédrale d'Amiens, tout de suite après, vous allez le voir dans la petite séquence qu'on va voir, on voit un vieillard qui contemple 2 roues imbriquées dans un médaillon de la cathédrale, et qui sont effectivement la vision d'Ézéchiel. D'autres ont dit, Fulcanelli entre autres, que ce médaillon de la cathédrale d'Amiens, c'était en fait le feu de roue des alchimistes. Mais je pense que c'est plutôt la vision biblique de ces roues entrelacées que j'ai fait s'envoler dans le ciel, et elles rejoignent, dans le film, le plafond d'une église romane qui est assez célèbre et que je vous invite à aller voir. C'est l'église de Montsonnès, un petit village sud-ouest de Toulouse, qui est une ancienne église de la commanderie templière qu'il y avait dans ce village de Montsonnès. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit de nombreuses étoiles peintes un peu à la façon égyptienne dans le ciel. On voit le soleil, un croissant de lune, et on voit aussi un triangle. Alors, on voit des roues volantes, qu'on pourrait appeler des rouelles,
motif décoratif, mais qui va peut-être plus loin qu'une simple décoration. Et puis aussi un triangle volant, plus exactement 3 triangles volants. Donc les ovnis sont souvent décrits comme des triangles. Et en fait, ce n'est pas un ovni. Ce qu'ont montré, c'est les Templiers qui ont peint le plafond au XIIe siècle. Et les peintures sont restées à peu près intactes. Ils ont peint la tétractys de Pythagore, mais dans le ciel. Donc vous voyez, les ovnis nous amènent insidieusement à toute une dimension initiatique et ésotérique. Et on va pouvoir continuer. Il y a une deuxième séquence dans le film, on ne l'a pas fait exprès du tout, c'est qu'il existe dans la mythologie ovni et alien des personnages qui ont donné lieu à de nombreux films qui sont les Men in Black, les hommes en noir. Ce sont des hommes qui se promènent dans un costume un peu démodé, des pantalons un peu trop courts, une chemise blanche, une cravate noire, qui n'ont pas de petite mallette, mais ils pourraient en avoir une, et qui sont en fait soit des services secrets du gouvernement pour enquêter sur les personnes qui ont vu des ovnis et les obliger à se taire, ce qui me semble un peu tiré par les cheveux. Et l'autre explication est également tout autant tirée par les cheveux. Ça pourrait être des aliens, des extraterrestres qui se métamorphosent en hommes en noir pour passer, soi-disant, inaperçus parmi nous. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'homme en noir rejoint un thème qu'on retrouve dans toutes les mythologies, qui est le thème de la métamorphose, qui avait été illustré par Ovide avec son gros livre sur les métamorphoses. Et on a filmé cette métamorphose où on voit un alien de type Roswell, un petit gris qui peu à peu donne naissance à un homme en noir allongé sur une table. Et avec Didier, quand on a fait l'image de synthèse, on s'est posé une question très technique, c'est qu'il fallait que cet homme en noir, allongé, puisse se relever. Et en image de synthèse, c'est très compliqué de faire un mouvement de ce type sans être ridicule. Donc on n'y arrivait pas. On s'est dit, puisqu'on est dans quelque chose qui est un peu surréel, il va se relever bêtement, comme magiquement, d'un seul coup, comme s'il était tiré dans la position debout. Et en voyant cette image, on s'est dit, on rejoint le mythe du mort-vivant. Le mythe qui peut être celui de Nosferatu le vampire, ou le mythe d'un architecte qui se relèverait depuis les décombres de son tombeau. Et vous voyez comment, là encore, avec ces hommes en noir, on rejoint le mythe initiatique de l'immortalité, quelque part, puisqu'il s'agit d'une métamorphose d'un être en un autre, et on échappe donc aux caractéristiques de la vie et de la mort pour être au-delà. Un troisième élément, très initiatique, et qui est présent dans toutes les traditions initiatiques, c'est le rapport entre l'esprit et la matière. Alors depuis le XVIe siècle, l'esprit est d'un côté, la matière de l'autre, et ils ne se parlent plus. Mais avant, ils n'arrêtaient pas de se parler, notamment dans l'alchimie, puisque l'alchimie fait agir l'observateur, donc par son esprit, aussi par le travail qu'il fait dans la matière, mais aussi et surtout peut-être par son esprit sur la matière. Donc il y a un rapport étroit entre l'esprit et la matière. Et ce rapport étroit entre l'esprit et la matière, l'unité qu'il y a entre les deux, on pourrait imaginer qu'elle se traduit par le thème de la nature. Thème un peu écologique. Mais l'écologie est quelque part aussi une démarche initiatique, puisqu'il s'agit de préserver l'harmonie, qui est quelque chose de spirituel, l'harmonie, l'équilibre de la nature. Donc là, la séquence qu'on va voir est assez longue, mais elle nous montre un thème qui est encore lié à la Bible et à toutes les traditions, qui est le thème du paradis perdu. Le paradis perdu, c'est le lieu où les hommes et les femmes vivaient en harmonie et en totale transparence avec la divinité, d'une part, et avec la nature qui était accueillante, qui était donc paradisiaque. Donc on a montré la dimension paradisiaque de la nature. On a une petite chapelle romane, et puis on a un pommier qui arrive, avec des pommes, s'il n'y a pas de paradis sans pommes, et puis un olivier qui est peut-être The Tree of Life, l'arbre de vie dans un coin, et qui nous situe la scène dans un univers un peu mythique. Et cette scène devient le château de Versailles, notamment avec ce que je dis dans le film, le Grand Canal, qui me fait penser à une piste d'atterrissage.
Ce qui paraît un gag, évidemment. Mais c'est qu'un demi-gag, parce que ça demandait beaucoup de travail à Louis XIV pour faire ce grand canal là où la nature était hostile. Donc il y a eu un travail sur la nature, et ça aussi c'est initiatique, une architecture de la nature. C'est le grand jardinier Le Nôtre qui a travaillé à cet aménagement du parc de Versailles. Et pourquoi il l'a fait? Pour accueillir, bien entendu, des divinités, des dieux, des entités venues d'ailleurs. Donc le Grand Canal, c'est un peu une piste d'atterrissage. La preuve, c'est que vous avez dans les jardins de Versailles plus de 90 statues de dieux, et notamment l'un des dieux principaux, qui est le dieu Apollon, le dieu du soleil, évidemment. Louis XIV ramène ça à lui-même. Mais disons qu'il y a dans le château de Versailles, tout le monde y est sensible, sans faire ni de l'initiation, ni de l'ésotérisme, ni même du symbolisme. Tout le monde est sensible à la dimension cosmique du jardin. Quand vous êtes sur l'esplanade, on a l'impression qu'on peut s'envoler vers ailleurs. Donc Versailles, vers ailleurs, comme dirait la langue des oiseaux. Et puis, alors je vous disais que le dialogue entre l'esprit et la matière est le thème, un des thèmes centraux de la démarche initiatique. Après, ce jardin, cette nature accueillante pour l'homme devient le paradis perdu, puisque, comme dit Proust, tout paradis est fait pour être perdu. Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Alors, ils sont plus jolis quand ils sont perdus, parce qu'on peut les idéaliser, justement. C'est l'enfance. C'est l'enfance de Proust à Combray. Et pour le petit clin d'œil, vous avez deux pins qui ne sont pas à Versailles du tout, mais qui sont dans un autre jardin assez initiatique, qui est le jardin de Combourg, le parc du château de Combourg, près de Saint-Malo, où Chateaubriand a passé toute son enfance avec sa sœur Lucile, qui porte la lumière, donc. Et puis les fantômes de son ancêtre qu'il entendait passer dans le couloir avec sa jambe de bois, sa canne, etc. Donc, une fois que le paradis est perdu, pourquoi est-il perdu? Parce que on est entré dans la matière. Et le jardin s'efface devant une centrale nucléaire. Voilà, donc, alors pourquoi une centrale nucléaire? Comme symbole de la matière, si je puis dire, parce qu'une centrale nucléaire, c'est là où justement on casse la matière, on casse les atomes pour en faire de la chaleur qui va faire bouillir de l'eau pour faire de l'électricité. Et donc, on est dans le symbole de notre société qui semble s'être engluée dans la matière. Et ce n'est pas anecdotique, puisque un nombre très considérable d'observations d'OVNI se passe autour de lieux consacrés à l'énergie nucléaire, que ce soit les centrales nucléaires, les lieux de bombes atomiques, la bombe atomique de Trinité Site, ça ne s'invente pas, faire exploser une bombe atomique dans le site de Trinité, aux portes du désert Ronalda del Muerto, le désert du jour des morts, ils ne l'ont pas fait exprès, n'empêche que c'est la réalité. Et dans une autre séquence, on illustre ces rapports entre l'OVNI et le nucléaire par l'observation qu'il y a eu lieu dans la base de Minot, aux États-Unis, dans le Dakota du Nord, où un pilote de B-52 qui s'apprêtait à atterrir à Minot, où il y avait une centaine de silos des missiles nucléaires, prêts à partir si la guerre froide devenait une guerre beaucoup moins froide. Et en atterrissant, ils aperçoivent autour des silos un OVNI. Donc on a reconstitué la scène, le pilote a fait un rapport très exact sur ce qu'il a vu. L'OVNI a désamorcé les silos, a ouvert les trappes, on ne sait pas trop par quel moyen, mais ça a entraîné quand même un branle-bas de combat dans la base. Mais surtout dans la scène que vous allez voir, on voit ce qu'a vu le pilote, on est dans le B-52, et on voit l'OVNI à travers le cockpit. Et à quoi ressemble cet OVNI? Comme le dit le pilote, il ressemble à un œuf. Donc l'œuf est une figure extrêmement symbolique. Ça pourrait être l'œuf philosophique des alchimistes, bien sûr. Et puis qui est attaché à un croissant, comme un croissant de lune. Il dégage des couleurs, et on connaît la symbolique des couleurs depuis Goethe, entre autres. Et l'œuf est plutôt jaune-orangé et vire au rouge. Et le croissant de lune est plutôt verdâtre.
Donc on a de l'or, avec le jaune orangé, on a le rouge et on a le vert, qui sont des couleurs hautement symboliques et puis aussi complémentaires. Plusieurs milliers de personnes, voire des millions, d'après certaines sources, disent avoir été enlevées par des extraterrestres et être entrés dans un objet volant, une soucoupe volante, et y avoir fait un séjour d'un certain temps avant d'être relâchés dans le monde, on pourrait dire profane presque. Quand la personne entre dans l'OVNI, elle constate un curieux sentiment, c'est que l'OVNI change de dimension, ce qui est évidemment impossible, mais elle a l'impression que l'OVNI est beaucoup plus grand quand elle est dedans que quand elle est dehors. Une dimension qu'on a souvent dans des parcours initiatiques, où l'espace se modifie. Et également aussi, bien sûr, le temps. Elle perd la notion du temps. Il se passe enfin une autre chose qui rejoint les traditions initiatiques primitives, c'est la notion de sacrifice. C'est-à-dire que la pauvre personne qui est abductée par des méchants aliens est couchée sur une table et subit des examens. On lui prélève, dit-on, soit du sang, soit du sperme, soit des ovules. On va retenir le sang, puisque dans le sang, vous avez les composantes du vivant, avec l'ADN, avec toutes ces choses-là, comme si l'abducté n'était pas sacrifié, parce qu'ils ne vont pas le tuer, mais après, il est relâché dans le monde normal et quotidien. Sauf que, chose également extraordinaire, c'est que l'expérience initiatique, on va dire, qui a subi l'abducté, va donner à l'abducté des pouvoirs qu'elle n'avait pas avant, qui peuvent être des pouvoirs physiques, elle est plus forte qu'avant, c'est un témoignage dans le film qui est évoqué, et puis surtout des pouvoirs psychiques. Elle peut parler des langues qu'elle ne connaissait pas. Elle peut se livrer à des opérations mathématiques hallucinantes qu'elle était incapable de faire. La personne devient en quelque sorte un petit génie des mathématiques, ce qui est très, très étonnant quand même. Et elle est modifiée, exactement comme après un parcours initiatique. Le but, c'est quand même qu'on en sorte différent après qu'avant, et si possible meilleur. On peut même dire qu'elle est presque augmentée, la personne, puisque certains disent avoir reçu des implants que les aliens lui auraient mis dans le bras ou dans la tête. Implants que des médecins, des chirurgiens comme le docteur Lear auraient extraits du corps de ces personnes parce que ça leur faisait mal, etc. Les personnes se disaient d'ailleurs par ces implants être en contact radio avec les aliens, ce qui est étrange. Alors peut-être que ces implants, on va un peu rêver dans la science-fiction, donnaient un pouvoir réel à ces personnes qui était le pouvoir de divination. Elles avaient parfois des flashs sur le futur. Donc vous voyez que l'OVNI donne ce qu'on retrouve dans certaines traditions initiatiques, où on dit que l'initié a le don de double vue, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça, justement, qu'ayant fait un séjour en dehors de notre espace et de notre temps, il a accès à des connaissances qui ne sont ni de notre espace ni de notre temps. Tout le film est construit là-dessus, mais je ne l'ai pas fait du tout exprès. C'est ce que je peux dire maintenant que le film est fini. Mais quand on était en plein dans la fabrication du film, qui a pris pas loin d'une dizaine d'années, on se contentait de faire un récit qui tienne à peu près debout, qui ait un début, un commencement, qu'on pose le problème, et puis un développement, et si possible une fin ou une réponse. Alors quelle réponse ce parcours, forcément initiatique, peut apporter ? C'est une réponse qui nous concerne. Je vous ai dit à l'instant que les ovnis pouvaient donner des pouvoirs divinatoires. Et effectivement, beaucoup d'apparitions d'ovnis donnent lieu à des prophéties, à des visions de l'avenir. J'en citerai une, ou deux même. La première, c'est l'apparition de Valençol, où le cultivateur de lavande qui voit des ovnis rencontre des aliens qui le paralysent par un petit tube, en 1963. Et quelques 10-15 ans après,
la police aura ces petits tubes qui paralysent les gens, ce qu'on appelle le taser. Et puis les films de science-fiction ne se privent pas d'avoir des faisceaux laser, etc., etc. Donc il y a un côté presque divinatoire. Et puis surtout, c'est que le phénomène ovni anticipe, semble-t-il, la vision que l'on peut avoir de la réalité. Alors on a une vision très basique de la réalité, mais le phénomène ovni vous amène à mettre en doute cette réalité. De deux façons. D'une part, dans le film, on a mis en doute la réalité, parce qu'il y a deux solutions. Ou les ovnis existent ou ils n'existent pas. S'ils n'existent pas, c'est donc des hallucinations. Nous, on existe et l'ovni n'existe pas. Ou ça peut être aussi le contraire. L'ovni existe et nous n'existons pas. On peut renverser le problème. C'est-à-dire que nous n'existons pas comme nous pensons exister. De façon purement matérielle, il y a une autre dimension. Quelle est cette autre dimension ? C'est une dimension que découvre la physique contemporaine depuis, disons, un demi-siècle, un bon siècle en fait, avec la fameuse physique quantique. Sauf que ça va plus loin que la physique quantique, c'est-à-dire que c'est une branche particulière de la physique quantique que les ovnis semblent nous révéler. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la physique de l'information. Élaborée par Richard Feynman, John Wheeler, des personnes, des savants américains. Qu'est-ce que c'est que la physique de l'information ? C'est considérer que le monde est une structure géométrique et qui repose sur les nombres. Donc le monde est numérique. Et c'est bien ce que nous voyons. On est devant une caméra numérique, on est devant notre portable qui nous donne des images numériques, et bientôt l'homme va être lui-même numérique. On peut faire des leurres, on peut faire des fantômes avec les images de synthèse que nous avons fait dans le film. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Pour ça qu'une des séquences finales, on va en voir un petit bout du film, se passe au sommet de la Tour Eiffel. Ça peut paraître bizarre. Et pourquoi la Tour Eiffel ? Eh bien tout simplement parce que Gustave Eiffel a eu le génie de montrer qu'un monument, c'était une structure géométrique. Alors quand il y a de la pierre, la structure est cachée par la pierre. Mais même les cathédrales du Moyen-Âge, on sait qu'il y a une structure de fer, un armement de fer à l'intérieur de la pierre apparente. La tour Eiffel, il n'y a pas de pierre, il n'y a que du fer, et le fer ne nous fait apparaître qu'une géométrie de croisillons, de poutrelles, etc., etc. Comme si Eiffel avait voulu nous dire ça par son monument. Non seulement il voulait peut-être surtout faire de la publicité pour la métallurgie et les propriétés du fer, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Il a voulu nous donner un message, lui aussi, initiatique, en mettant déjà une lumière au-dessus de la tour Eiffel, comme un phare qui allait éclairer le monde. Et avec cette dimension initiatique, il se rapproche, en fait, de la pensée des anciens, notamment celle de Pythagore, donc, où le monde n'est qu'une structure mathématique. Et c'est aussi la pensée de Platon, avec vous savez, les solides platoniciens, les polyèdres platoniciens, et qui vont s'assembler et faire une réalité, exactement ce qu'on a fait dans le film avec les images de synthèse. Et c'est exactement aussi ce que font les ovnis, qui semblent être des créatures informatiques. C'est pour ça que les ovnis passent à travers les murs, font des accélérations prodigieuses, ignorent totalement la gravité, restent suspendus en l'air, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, mais ils ne tombent pas, alors qu'ils n'ont pas d'ailes, ce n'est pas des hélicoptères avec des pales de sustentation. Et en plus, je vous parlais tout à l'heure de la métamorphose, les ovnis se métamorphosent directement, souvent même pendant l'observation. On voit une soucoupe qui va se transformer sous nos yeux en triangle. Et puis après, qui va devenir un cornet de glace, n'importe quoi, etc. Comme s'il y avait un côté aussi humoristique chez les ovnis. Mais comme s'ils jouaient avec les apparences. Parce qu'ils jouent avec les nombres. Il vous suffit de déplacer un 0, un 1, et puis vous changez la texture, l'apparence de l'objet que vous avez devant les yeux, et sa consistance même. Vous pouvez passer à travers l'objet. Et puis il peut se resolidifier. Donc on arrive à une sorte de
de conception du monde, où on pourrait dire, et là on rejoint des films de science-fiction, mais on n'en est pas loin en fait, que l'univers est un gigantesque ordinateur, et que s'il y a une structure intelligente qui régit cet univers, eh bien, elle ressemble à celle d'un ordinateur, et que les ovnis, c'est un peu comme dans les traditions religieuses anciennes, des anges ou des démons ou des démiurges qui sont fabriqués par cet ordinateur et qui vont aller porter soit des messages, soit des interrogations, soit des peurs aux hommes. Donc, voilà un peu ce qu'est le temps des ovnis. Alors peut-être est-ce que nous sommes arrivés au temps des ovnis, pour conclure. Alors pourquoi le temps des ovnis? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est peut-être le moment où on voit beaucoup plus d'ovnis qu'avant. Encore que j'en doute, mais avec les moyens de communication, les gens peuvent les filmer rapidement sur leur portable, téléphoner, communiquer. Donc il y a, depuis la guerre de 1945, la Deuxième Guerre mondiale, on a plus d'apparitions d'ovnis qu'avant, semble-t-il. Encore que. Donc ce serait le temps des ovnis qui est arrivé. Le deuxième point, c'est que l'évolution de l'humanité, des connaissances scientifiques et techniques, fait que nous nous rapprochons des ovnis. Donc le temps nous amène à pouvoir comprendre à commencer à comprendre comment fonctionnent les ovnis. Et puis, le troisième aspect, c'est aussi le temps des ovnis. Les ovnis ne sont pas dans notre temps. Ils ont un temps à eux, qui est donc hors de notre temps actuel, hors de notre écoulement du temps. C'est pour ça que quand je fais la vision d'Ézéchiel et que je montre un drone, c'est pas complètement absurde. Ce n'est pas qu'un gag. C'est aussi pour vous montrer que l'ovni peut changer de forme comme il change de temps. Et selon le temps qu'il fait, ou qu'il est, ou qui existe, il va prendre une forme qui est adaptée à la culture des gens qui vont voir l'apparition de l'OVNI. Mais est-ce que l'on peut voir le phénomène OVNI comme un sentiment d'inquiétude ou comme un sentiment d'espérance? Les deux, parce que c'est dans tous les films américains, les aliens, soit c'est des gentils aliens, comme le E.T. de Spielberg, soit c'est des très méchants, comme les créatures abominables de l'alien de Ridley Scott. Donc il y a les deux. De même que dans la mythologie religieuse, vous avez les anges et les démons. Il y a les deux aussi. Donc on a souvent fait le lien. Qu'est-ce qui fabrique les ovnis ? Est-ce que c'est fabriqué par cette intelligence extraterrestre ou est-ce que c'est fabriqué par nous-mêmes? Alors ça, c'est la thèse du psychiatre et psychanalyste Jung qui rapproche les ovnis du monde de l'inconscient et notamment dans ce qu'il y a dans l'inconscient, c'est-à-dire des archétypes. C'est-à-dire que les ovnis seraient des manifestations de l'archétype. Et Jung fait de grandes spéculations sur la forme de l'ovni, qui est une sphère, un tube, et qui répond à nos angoisses du temps présent. Sauf que Jung se heurte, à mon avis, mais il le dit lui-même d'ailleurs, à ce qui fait le sens même de sa quête, et qui l'a conduit à communiquer pendant des dizaines d'années avec un de ses patients, qui était Wolfgang Pauli, un prix Nobel de physique quantique, parce qu'il se demandait comment se faisait-il que les archétypes puissent matérialiser des formes. Puisque les ovnis, ils mettent des traces au sol, on peut les voir sur un radar, on peut les filmer, les avions américains les ont filmés. Donc, alors si c'est psychologique, comment se fait-il que ce soit aussi matériel? Et là, on rejoint le grand problème initiatique qu'on posait tout à l'heure, la matière et l'esprit. Ben, les ovnis, c'est à la fois de la matière et à la fois de l'esprit, c'est à la fois de la psyché, donc c'est à la fois nous, dans notre esprit, et à la fois nous aussi dans notre corps. Les ovnis sont comme nous, ils ont deux natures. Et peut-être qu'ils sont nous. Et c'est pour ça que le dernier intervenant du film, qui est professeur de philosophie et philosophie des sciences, nous dit que les ovnis nous renvoient à notre condition d'être humain qui veut que nous soyons au tout début d'un grand parcours initiatique. Et les ovnis c'est aussi une théorie que les ovnis sont là pour nous enseigner
par leurs apparitions, par leurs gags, par leurs abductions, etc., nous enseigner une façon d'évoluer et de se rendre meilleur, etc. Et puis également, il y a toujours les deux aspects. Ça, c'est l'aspect positif. Le gentil ovni qui est notre professeur pour nous faire approcher le cosmos, mais il y a aussi les méchants, c'est-à-dire les militaires, qui vont essayer de capturer des ovnis, de capturer les êtres ou les robots qui sont à l'intérieur, pour étudier comment ils marchent et capter donc des technologies extraordinaires qui permettraient de faire des armements que l'ennemi d'en face n'aura pas. Et pour terminer, ce que ça m'a appris aussi, puis finalement c'est la chose la plus intéressante, c'est l'importance globale de l'art dans la société humaine, quel qu'il soit, de l'art pariétal des grottes, de la grotte Chauvet ou de Lascaux, jusqu'à l'art moderne, Rothko, etc., etc. Mais c'est l'art qui a la clé de tout. C'est aussi ce que j'ai appris avec les ovnis, c'est que s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'ovnis. S'il n'y a personne dans les cathédrales, la cathédrale ne va pas tenir longtemps. Dès que la cathédrale n'est plus fréquentée, donc elle n'est plus entretenue, donc elle ne va pas tarder à s'écrouler. Donc il faut qu'il y ait un spectateur. On fait de l'art pour quelqu'un. C'est un acte d'amour entre un créateur, on va dire comme ça, et un spectateur. Le spectateur va devenir créateur et le créateur va aussi devenir spectateur. Faire une œuvre d'art, c'est faire un ovni, c'est faire une forme qui n'existe pas. Ce que j'ai essayé de faire dans le film, d'inventer une forme narrative, justement, mélangeant la réalité virtuelle, des idées réelles et des idées virtuelles, si je puis dire. Est-ce que les ovnis existent, n'existent pas? C'est pour ça que ça m'a intéressé, parce que ça pose le problème. Une œuvre d'art, est-ce qu'elle existe ou pas? Ben, elle existe, elle a un poids. Un tableau, c'est un poids, c'est des dimensions, etc. Mais c'est pas ça le sujet du tableau, c'est ce qu'il y a sur le tableau. Mais est-ce que ce qui est sur le tableau existe en tant que masse de peinture, etc., etc. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit autre chose qu'une réalité. C'est pour ça qu'il y a Versailles. Versailles, c'est hors du temps. C'est que pour sortir du temps, il faut prendre son temps. Il faut perdre son temps aussi. Si on perd son temps, on sort du temps, par définition. Et là aussi, curieusement, l'idée de progrès n'existe pas en art. On ne peut pas dire que Debussy c'est mieux que Bach parce que c'est plus moderne. Ça veut rien dire. Pas dire que Monteverdi c'est mieux, c'est moins bien que Wagner parce que c'est plus ancien et qu'on a fait des progrès. On n'a pas fait de progrès depuis Monteverdi, ni depuis Josquin-des-Prés, ni depuis la musique qui s'est perdue, qui est la musique de l'Antiquité. On n'a sans doute pas fait de progrès. Il n'y a pas de progrès en art, ça n'existe pas. L'art est hors du temps, comme les ovnis.